C'est d'une certaine manière la face cachée de cette idylle entre Joe Biden et Volodymyr Zelensky qui a été mise en scène ces dernières heures à Washington avec cette visite retentissante. Derrière le papier glacé, oui, il y a les angles morts. Et les angles morts, c'est que non, le soutien américain à l'Ukraine, contrairement aux apparences, n'est pas total, loin de là. Il est quantitativement très important, financièrement, militairement très important, mais il n'est pas total, loin de là. Et on a senti ces points de crispation entre les deux hommes, même si tout le monde a préféré mettre ça de côté jusqu'à présent. En tout cas, il suffit de regarder de près pour trouver les limites de ce soutien. Et la question qu'on pose ce soir, alors que tout le monde dans le camp occidental souhaite la victoire de l'Ukraine, les États-Unis ont-ils raison de ne pas soutenir totalement les demandes militaires de l'Ukraine? Ont-ils raison de fixer les lignes rouges? Alors voyons d'abord de quoi on parle. Quelles sont ces lignes rouges? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc Washington soutient l'Ukraine. Tout cela est mis en scène de façon assez convaincante. Un soutien, oui, mais pas trop. Et oui, soyons clairs, David, les États-Unis sont le plus grand soutien de Kiev et de loin, surtout sur le plan militaire. Et Joe Biden n'a pas manqué de le marteler lors de cette visite. But you haven't stood alone. You have had significant help. You will never stand alone. The American people have been with you every step of the way, and we will stay with you. Everything in our power to see that it succeeds. We are staying with Ukraine as long as Ukraine is there. Alors, soutenir, oui, mais effectivement, et regarder de plus près, il y a bel et bien des angles aveugles, des limites à ne pas dépasser. La première, c'est le tabou de certaines armes offensives que Washington ne veut pas donner à Kiev, malgré ses demandes réitérées. Premier exemple, les chars d'attaque Abrams, les plus modernes de l'armée américaine. Deuxième exemple, encore plus évoqué, les missiles ATACMS, dont la portée et la précision font de ces missiles une arme encore plus redoutable que tout ce que possède actuellement l'armée ukrainienne. Hier soir, face aux deux présidents, cette femme se lève. C'est une journaliste ukrainienne, Ola Kochelenko. Elle prend le micro et elle rentre dans le vif du sujet. Regardez. Ukraine desperately needs more capabilities, including long-range missiles, ATACMS. Maybe I sound naive, but can we make a long story short and give Ukraine all capabilities it needs and liberate all territories rather sooner than later? Thank you. Well, his answer is yes. I agree. Par cette blague, Joe Biden gagne un peu de temps. Mais il est bien forcé de répondre sur le fond. Eh bien, le président américain se défausse et rejette la faute sur les alliés occidentaux. Let me be straightforward with you here. Look, there's an entire alliance that is critical to stay with Ukraine. And the idea that we would give Ukraine material that is fundamentally different than is already going there would have a prospect of breaking up NATO and breaking up the European Union and the rest of the world. I have spent, well, I won't tell you the calculation, but I've spent several hundred hours face-to-face with our European allies and the heads of state of those countries and making the case as to why it was overwhelming in their interest that they continue to support Ukraine. They understand it fully, but they're not looking to go to war with Russia. They're not looking for a third world war. There's more to say, but I probably already said too much. Thank you. Ce qu'on comprend entre les lignes, c'est que pour lui, pour Joe Biden, ces missiles seraient synonymes de co-belligérance pour les États-Unis, voire pour l'OTAN. Mais ce n'est pas dit explicitement, c'est la fameuse théorie de la ligne rouge. Deuxième seuil que les États-Unis ne veulent pas dépasser, celui des buts de guerre. Victoire militaire ou engagement de pourparlers en position de force. Visiblement, Joe Biden ne croit pas à une victoire militaire qui se suffirait à elle-même. Une fois l'Ukraine victorieuse, dit-il, il faudra aboutir à une paix qui soit juste, sous-entendu juste pour les deux parties. Écoutez-le hier dans le bureau ovale. We're also going to continue to impose costs on the Kremlin and we'll support Ukraine pursuing a just peace. President Zelensky, the United States stands with the
Réponse plutôt sèche et agacée de Volodymyr Zelensky un peu plus tard. Écoutez. Справедливий мир. Я не знаю, що таке справедливий мир. Дуже філософське запитання. А чи є справедлива війна? Мені здається, що, ви знаєте, для нас, для всіх, мир по-різному справедливий. Для мене, як для президента, справедливий мир – це що? Ніяких компромісів щодо нашої землі, територіальної цілісності, нашого суверенітету. Це найголовніше. Відшкодування всіх тих збитків, які завдала російська агресія. Немає ніякого справедливого миру в війні, яку нам принесли. Ці навіть не можу знайти слова, бо ми просто в Білому домі. Une paix juste, comme vous l'avez dit, M. Biden, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a que la victoire ou bien la défaite. Recouvrer sa souveraineté territoriale ou accepter une forme de défaite. Fanny, vous restez avec nous parce qu'on évoquera un autre aspect. Alors c'est très important ce débat. On n'est pas en train de chicaner ou de... Non, si on a l'assurance, en tout cas une forte probabilité que l'Ukraine peut gagner cette guerre, à partir du moment où on décide que la victoire, c'est le seul objectif, et à partir du moment où on livre les armes qui lui permettraient de marquer des coups sans doute décisifs, le sujet est crucial. On est au cœur du sujet. Alors je m'adresse à vous évidemment, Général Trinquant, parce qu'on commence par ces fameuses armes que les États-Unis ne veulent pas livrer. Commençons par ça, ces fameux missiles ATACMS. Est-ce qu'on est bien d'accord que ce qui est dit à peine entre les lignes sur le motif de la non-livraison de ces armes, c'est parce que les États-Unis considèrent qu'avec ces armes-là, l'Ukraine, si elle attaquait le territoire russe, placerait Washington en situation de co-belligérance. C'est ça le raisonnement ? Bien évidemment. Depuis le départ, Washington teste les réactions du Kremlin. Ça a été d'abord des missiles portables, souvenez-vous, les Javelin, les missiles antiaériens, puis petit à petit des systèmes de plus en plus sophistiqués, de plus en plus forts, hein, les HIMARS par exemple. Hein. Donc arrêtons de parler au passage d'armement défensif et offensif. Hein. L'HIMARS était évidemment un armement offensif et il a été livré. Donc on ne dit pas que les Américains ne livrent pas d'armement offensif. En revanche, leur limite, pour l'instant, bien sûr, c'est les frappes sur le territoire russe. D'ailleurs, chaque fois que les Ukrainiens ont frappé sur le territoire russe, ils l'ont fait avec leurs propres moyens. Les Américains s'en sont défaussés tout de suite et les Russes eux-mêmes ont tout de suite disculpé les Américains en disant ça, c'est pas les Américains. Mais terminons sur ce point-là, sur le motif. Ce que vous nous dites, c'est qu'il y avait déjà des lignes rouges sur les HIMARS. Ils ne voulaient pas les livrer. Finalement, ils les ont livrés. Mais tout a bougé. Et il n'y a pas eu de problème. Il y avait une ligne rouge. Alors là, sur une arme défensive, les Patriotes, ils ne voulaient pas les livrer. Finalement, ils vont les livrer. Et visiblement, on ne va pas vers la Troisième Guerre mondiale. Est-ce qu'ils ont raison de considérer qu'il y a une ligne rouge aussi sur ces fameuses la attaques ? ligne rouge, on peut la placer maintenant, et la même pour les Alliés et les Américains, c'est la frontière russe. Et pour les Russes, c'est la frontière de l'OTAN. Vous avez bien vu la réaction des Russes dès qu'il y a un missile qui était tombé en Pologne. Tout de suite, ah ben non, c'est pas nous, c'est un autre sujet. Donc voilà les deux frontières. C'est un combat en vase clos qui s'appelle l'Ukraine et sur laquelle, en Ukraine, on peut utiliser toutes les armes de la part des Russes, enfin toutes les armes classiques, j'entends bien sûr, et de la part des Alliés. Ça, c'est le sujet de l'armement. Mais pardon, j'essaie d'aller au fond des choses sur ces fameux missiles ATACMS. Si les États-Unis livraient ces ATACMS à l'Ukraine en leur disant « vous ne vous en servez pas pour attaquer le territoire russe, mais pour attaquer dans les territoires que les Russes occupent chez vous », est-ce que ça ne pourrait pas fonctionner ? Oui, mais pourquoi des ATACMS ? À ce moment-là, les HIMARS, ça va très bien. Pour en avoir davantage ? Et c'est là... Non, mais... davantage, non, je ne pense pas, parce qu'il y a plus de HIMARS que ATACMS. Mais simplement, c'est la limite qui a déjà été mise par les Américains. Les Américains ont déjà dit, on vous donne des HIMARS. Avec les HIMARS, ils pourraient taper à Belgorod, facilement. Non, vous ne tapez pas de l'autre côté de la frontière. Donc je crois que c'est la limite de la frontière. Et vous comprenez donc la fixation de cette limite ? Oui, parce que elle vous paraît logique. Il faut se souvenir que la Russie mène ce combat sous son parapluie nucléaire. Et son parapluie nucléaire, c'est quoi ? C'est si le territoire, si les intérêts vitaux de la Russie sont touchés, à ce moment-là,
nous sommes en droit d'utiliser l'arme nucléaire. C'est la limite qui a été mise pour l'instant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Faut-il les croire? Des ATACMS pourraient très bien taper sur Moscou. Et là, les intérêts vitaux sont touchés. Mais est-ce qu'on ne fait pas comme si Zelensky était un peu fou et incontrôlable, alors que depuis le départ, finalement, il marche main dans la main avec les Occidentaux et notamment les Américains? Écoutez, moi je me souviens très bien de sa réaction lorsque le missile est tombé en Pologne. Ça n'a pas été une réaction sage. Ça a été immédiatement de dire l'OTAN est attaquée, l'OTAN doit réagir. Vous vous en souvenez? Tout le monde a été très gentil avec lui d'ailleurs, en lui disant envoie une équipe d'inspection, regarde, c'est pas le cas, et on ne reviendra pas sur les erreurs de communication que tu as fait. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu 3 jours de gêne internationale. Voilà, c'était une grande gêne internationale. Donc quand vous dire qu'il n'est pas fou, je pense évidemment qu'il n'est pas fou, mais il veut pousser le bouchon, mais on voit très bien, il est dans une situation radicalement différente, on le voit à propos des termes sur la guerre juste, il est en train de défendre son pays. Les États-Unis ne sont pas en train de défendre leur pays et le président Joe Biden doit s'adresser au peuple américain. Et la guerre en Ukraine, aux États-Unis, c'est pas quand même le sujet top. Hein. Il est mal à l'aise quand même quand il évoque ces questions. Oui, mais bien sûr. Biden. Mais bien sûr, parce qu'il ne veut pas être pris en défaut devant les journalistes de soutien à l'Ukraine, alors qu'il n'arrête pas de dire qu'il va soutenir l'Ukraine. Or, le président Zelensky pousse l'avantage en disant « mais votre soutien jusqu'où ?» Et là, le président Biden a quand même un peu de mal à pouvoir suivre sur tout ce message. Est-ce que vous considérez, vous aussi, qu'il a raison de fixer cette ligne rouge, en l'occurrence, alors même qu'on sait que ça pourrait être une arme décisive pour reconquérir le territoire, Claude? C'est une ligne rouge flottante, je dirais. Oui. En réalité, ce qui se passe, c'est que le but de guerre de Zelensky, c'est de recouvrer l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et il a raison. C'est un but de guerre très simple, qui est en plus l'énoncé du droit international. Donc c'est d'une simplicité biblique. Et il est normal qu'aujourd'hui, ce soit son but de guerre. Et d'ailleurs, il nous a obligés tous, les uns après les autres, à dire « mais nous sommes d'accord », y compris Joe Biden, y compris Joe Biden. Le problème, point 2, comme dirait le général, c'est que il ne peut pas le faire tout seul. Il ne peut le faire qu'avec les armes américaines et les armes occidentales. Et troisième élément, c'est que effectivement, les Américains et les Russes sont tacitement d'accord pour ne pas se faire la guerre entre eux et la faire uniquement sur le territoire ukrainien. Par conséquent, les Américains ne veulent pas monter en gamme dans les armes qu'ils donnent aux Ukrainiens jusqu'à provoquer l'ours russe. Mais pardon, Claude, parce que vous avalisez l'idée qu'en livrant ces armes, les États-Unis commettraient l'équivalent d'une déclaration de guerre à la Russie. Non, parce que ça évolue dans le temps. Comme vient de le dire le général, ça évolue dans le temps. Il était hors de question de livrer les armes qui ont été approuvées hier. Il était hors de question il y a 3 mois. Donc la ligne rouge... Donc est-ce qu'il ne faut pas être un peu plus audacieux? Pardon, ce n'est pas une façon de prendre parti. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas où est la ligne rouge et qu'en réalité, les Russes veulent tellement éviter d'entrer en guerre avec les États-Unis, avec l'OTAN, parce que pour eux, ça serait en effet une catastrophe, notamment sur le plan militaire. Ils veulent tellement éviter ça que dans le fond, dans leur interprétation de chaque incident, ils sont modérés. Non, ce qui est tombé en Pologne, ça n'est pas russe, c'est ukrainien. Et de la même façon, ils vont beaucoup crier et beaucoup faire de déclarations incendiaires sur les nouvelles armes qui vont être livrées à l'Ukraine, mais ils vont l'avaler parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc ils le feront. Oui. Donc, mais il faut attendre un peu. Donc après, le stade suivant, c'est les chars. Là, les chars, c'est beaucoup plus méchant. Pour le moment, aucun occidental, apparemment, n'est prêt à fournir des chars à l'Ukraine parce qu'on pense en effet que c'est une arme offensive et que là, les Russes, probablement, auraient des réactions. Là encore, on pense qu'on serait transformé en co-belligérants si on livrait, nous, les Leclerc, les Allemands, les Léopards. Parce que la réaction peut être mesurée. La réaction peut être mesurée, par exemple, bombarder les lignes d'approvisionnement de ces chars, les chemins par lesquels ils arrivent. Autrement dit, là encore, les deux grands sont tacitement d'accord pour sortir le nucléaire du champ de discussion. Ah mais ça oui, évidemment. Mais les ATACMS, c'est pas le nucléaire. On parle de ligne rouge, mais il y a aussi une ligne rouge intérieure pour Joe Biden.
Joe Biden, il n'est pas le même qu'il y a un an, il n'est pas le même qu'au commencement de ce conflit. Il n'a plus tous les moyens de sa politique. Et donc il est obligé, lui aussi, d'avoir une position très équilibrée, pour pas dire un peu équilibriste, parce que il a une Chambre des représentants qui, dans quelques jours, ne le suit plus entièrement. Et donc il est obligé de convaincre l'opinion américaine, dont le général Trinquant a dit à juste titre qu'elle n'est pas follement enthousiaste à l'idée de consacrer des sommes très importantes à une guerre qui a lieu en Europe, très, très loin de l'Amérique. Il faut aussi qu'il s'adresse à son opposition politique. Opposition politique qui, ça va faire sourire les gens qui nous écoutent, mais il y a une partie du Parti républicain qui passe son temps à expliquer qu'au lieu de consacrer des milliards à aider l'Ukraine, on ferait mieux de protéger les frontières pour éviter l'immigration, si vous voyez ce que je veux dire. Donc toute cette propagande-là existe dans le monde entier. Donc lui, il doit composer avec cette réalité-là. Il n'est pas sûr de pouvoir gagner devant le Congrès si jamais il prenait le risque d'aller beaucoup plus loin, comme vous le suggériez tout à l'heure. Donc il est obligé de composer avec cette réalité politique-là. Et au fond, du coup, sa position, elle ressemble à il faudrait que le monde entier comprenne que les États-Unis sont prêts à tout faire pour permettre à l'Ukraine de ne pas perdre cette guerre, mais il ne faut pas qu'ils apparaissent, les Américains, prêts à aller trop loin pour aider l'Ukraine à la gagner. C'est très compliqué, donc d'où son petit malaise. Néanmoins, observons quand même, le monde entier a dit que Zelensky était un formidable comédien et qu'il était très fort dans la mise en scène. Les Américains, en général, dans la mise en scène et dans le spectacle, ils ne sont pas mauvais non plus. Moi, je fais quand même le pari que ce que Joe Biden n'a pas osé dire devant les journalistes pour pas trop gâcher la fête, il a probablement trouvé des mots simples pour le dire à Zelensky lorsqu'ils étaient tous les deux. L'idée qu'il y a en ce moment certains armements qu'on ne peut pas livrer parce que sinon c'est aller trop loin vis-à-vis du monde et vis-à-vis du Parti républicain qui n'est pas d'accord avec la politique de Joe Biden, ça je pense que Biden l'a expliqué tranquillement. Isabelle, sur le fond, est-ce que vous pensez qu'il a raison de ne pas livrer ces armes qui auraient sans doute un impact décisif dans cette guerre? Il y a un glissement depuis le début de la guerre. Ce qu'essaye de faire Joe Biden, c'est de permettre aux Ukrainiens de gagner sans trop s'engager. Au fur et à mesure que la guerre dure, il remet un petit peu au pot, et je pense qu'il ne va pas, en tout cas, lâcher les Ukrainiens. Non, les lâcher, non. Et si les Ukrainiens, dans 15 jours, commencent à un petit peu patiner au niveau armement, j'imagine qu'il remettra au pot. Je suis plus gênée par sa définition de la paix juste, parce que moi je ne sais pas ce que ça veut dire une paix juste, parce que dans cette configuration, petit 1 ou point 1, d'accord, si les Ukrainiens récupèrent l'intégralité de leur territoire, Crimée comprise, c'est-à-dire s'ils font respecter le droit international, et ce principe est en théorie soutenu par tous les Occidentaux, c'est pas une paix juste pour la Russie. C'est une défaite militaire qui va coûter très très cher à Vladimir Poutine et très très cher à la Russie. Si il y a un compromis, si Zelensky est contraint par Joe Biden et par ses alliés occidentaux à, par exemple, renoncer à récupérer la Crimée, c'est pas une paix juste pour l'Ukraine. Parce que la Crimée sera toujours occupée par la Russie, et que la Russie poursuivra son opération de déstabilisation de l'Ukraine, et que comme finalement elle aura conservé un bout de ce territoire, rien ne l'empêchera de recommencer demain en Géorgie ou après-demain dans les pays baltes. Alors après, il y a sans doute... une profonde divergence. Alors après, il y a sans doute des solutions au milieu. Alors est-ce que quand Joe Biden parle de paix juste, il a en tête des formules qui pourraient être la récupération de tous les territoires occupés, Crimée y comprise, mais pas d'OTAN. L'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Alors, ça contente à la fois la Russie et l'Ukraine. Je sais, mais en fait, là, on ne sait pas ce qu'il veut dire. On ne sait pas ce qu'il veut dire. Et Volodymyr Zelensky, lui, la première hypothèse que vous souleviez, la seule façon qu'on a d'envisager les choses, c'est de récupérer nos territoires. Une paix juste. Historiquement, une paix juste, c'est une paix durable, en réalité. Oui, elle ne peut être que durable que si l'Ukraine récupère ses territoires. Juste, c'est forcément sinon, elle n'est pas subjectif. Donc, ce qui compte, c'est que ça dure. Et donc, arriver à trouver un terrain d'entente. Là, ça paraît quand même, aujourd'hui, ça paraît impossible. Voilà. Et l'idée, c'est